Merci de nous rejoindre pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Adoption ce jeudi 19 septembre de la loi portant prorogation de l'état de siège dans les zones en conflit, notamment dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri. Malgré cette adoption, la motion a été désapprouvée par certains élus nationaux de ces deux provinces qui estiment que l'état de siège n'a pas produit de résultats escomptés. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a échangé le mercredi 18 septembre avec les présidents de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta. Les deux personnalités ont convergé sur la tenue des États généraux de la justice pour le mois d'octobre. Ouverture ce jeudi 19 septembre 2024 à Kinshasa du bureau régional de la langue anglaise pour l'Afrique centrale. Cette initiative de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa vise à améliorer l'anglais pour les éducateurs et apprenants qui suivent ce programme en ligne. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alinguete-Key, a été reçu le mercredi 18 septembre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Selon la présidence de la République, le gendarme financier Jules Alinguete, qui poursuit la lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment les détournements des deniers publics et la corruption, a au cours de cette rencontre présenté au président de la République les rapports des activités de son institution dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Regardez. Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'inspection générale des finances poursuit sans en parer sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des deniers publics et la corruption. Reçu en audience par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jules Alinguete-Key est venu présenter le rapport de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Selon l'inspecteur général chef de service de l'IGF, le président de la République, à travers des instructions claires et précises, souhaite que l'IGF travaille activement afin d'appuyer la mobilisation des recettes publiques. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de lutte contre la corruption, a dit Monsieur l'inspecteur général, chef de service. Rendons-nous à l'Assemblée nationale. La Chambre basse du Parlement était en plénière ce jeudi 19 septembre 2024, uniquement pour examiner et adopter le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège instauré en mai 2021 dans le province de l'Ituri et Nord Kivu. Le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les zones en conflit en République démocratique du Congo a été adopté mais sous tension entre les élus lors de la séance plénière de ce jeudi 19 septembre 2024 sous la présidence du premier vice-président Jean-Claude Tshilombo. C'est le ministre d'État Constant Moutamba que le gouvernement a mandaté pour faire la présentation de ce projet. Devant les législateurs, le ministre de la Justice et garde de Sceaux a démontré à la séance la quintessence de ce projet de loi aussitôt adopté. Il permettra au mouvement de défense de la RDC à continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et attaques de coalition des troupes rebelles en gestation dans le Nord Kivu et en Ituri, des zones en proie à l'insécurité perpétrées par les ADF ainsi que le M23 avec leur supplétif le Rwanda. Vu l'importance de la matière, l'honorable Moulumba a fait une motion proposant l'adoption directe de ce projet sans le soumettre à un quelconque débat, d'autant qu'il s'agit de la sécurité nationale. S'il faut débattre sur la question, cela doit se faire à huis clos. Une motion désapprouvée par certains élus nationaux de l'Ituri et du Nord Kivu. Ces derniers estiment que cette question doit être débattue en séance plénière, d'autant plus que l'état des sièges présente des inquiétudes jusqu'à preuve du contraire. Et notre indignation consiste à dire au président de l'Assemblée nationale qui a présidé la séance qu'on ne traite pas un malade
sans l'entendre se plaindre. On nous interdit de nous plaindre, nous qui subissons la guerre. Et c'est ici le moment de dire au président de la République qu'il a intérêt de nous écouter pour que cette guerre prenne fin. Si aujourd'hui, vous alliez à Ituri, au nord Kivu et même au sud Kivu, vous organisez un référendum par rapport à l'état de siège, 100%, ça sera non à l'état de siège. Mais s'il organise un référendum, fermons les frontières avec le Rwanda, ça sera 100% oui pour la fermeture des frontières avec le Rwanda. Et nous insistons que même dans les négociations qui se tiennent, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi ou ailleurs, quand nous voyons les délégués qui nous représentent comme République démocratique du Congo, sans la présence des leaders de l'Ituri, du Nord Kivu ou du Sud Kivu, nous sommes indignés. La matière à l'ordre du jour étant épuisée, la séance plénière a été levée bien après quelques motions d'information, notamment sur le naufrage d'une baleinière dans le Kwango qui a causé mort d'hommes, la situation des embouteillages à Kinshasa ainsi que la situation liée aux émoluments des conseillers communaux. C'était un commentaire de Bijou Lumuna. Après la présentation du dossier portant l'organisation des États généraux de la justice lors de la 9e réunion du Conseil de ministres en août dernier, le ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux Constant Moutamba précise que ces assises auront lieu à la fin du mois d'octobre prochain. Le ministre l'a annoncé le mercredi après un entretien avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamoleta, avec qui il a échangé sur le terme de référence relatif à l'organisation de ces États généraux de la justice. Viningali Junior. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, pour pouvoir harmoniser sur les termes de l'organisation des États généraux, sur la mise en place de la commission qui devra très rapidement travailler sur tous les textes concernant les réformes qui vont être impulsées par le gouvernement et puis adoptées par le Parlement. Il était donc question pour le président du Conseil supérieur de la magistrature et moi, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de passer en revue toutes les questions concernant le fonctionnement de notre appareil judiciaire. Ceci afin de faire un rapport détaillé à son Excellence Monsieur le Président de la République et à son Excellence Madame la Première ministre. Les États généraux de la justice congolaise seront organisés fin octobre. Et d'ici demain, le président du Conseil supérieur de la magistrature va nous transmettre la liste des noms des hauts magistrats qui feront partie de la commission d'organisation de ces États généraux. Et s'agissant des réformes, il m'a également rassuré que d'ici demain, il m'enverra la liste des hauts magistrats de la Cour de cassation, du parquet de la cassation, de la Cour constitutionnelle, parquet constitutionnel, Conseil d'État, parquet Conseil d'État et certains autres magistrats pour faire partie de la commission des réformes que nous avons mise en place pour que celle-ci puisse travailler sur les différents textes que nous avons déjà apprêtés afin de pouvoir peaufiner, étoffer la dernière mouture des textes qui sera envoyée à l'Assemblée nationale, mais avant cela, évidemment, sera soumise au Conseil des ministres. Rendons-nous dans la province du Congo central où la deuxième session de la 8e édition de l'Expo Béton a été lancée le mercredi 18 septembre 2024 à Matadi, dans l'ouest de la République démocratique du Congo. C'est la première ministre qui a lancé ses travaux sous le thème des solutions durables du corridor
Ouest pour Kinshasa. Cet événement, initiative du sénateur et entrepreneur Jean Bamanissa, a rassemblé des acteurs économiques nationaux et internationaux pour réfléchir à de nouvelles politiques pour développer les villes dans le respect des normes et des standards établis. Judith Suminwa, première ministre de la République démocratique du Congo, qui est arrivée à Matadi par avion, voit dans cet événement, l'Expo Béton, une opportunité de développement et de prospérité. Dans son discours d'ouverture, Judith Suminwa a affirmé que le thème de l'Expo Béton s'aligne parfaitement avec le programme d'action du gouvernement 2024-2028. Pour elle, il est important d'adopter des solutions durables pour le corridor ouest, une initiative cruciale pour améliorer les infrastructures et les conditions de vie des Congolais. La collaboration entre Expo Béton RDC et la Chambre de commerce de l'industrie du Congo central CCIKC en sigle, et dont je salue le président et tous les membres ici présents, démontre à suffisance qu'il est parfois nécessaire que les fils et les filles de notre pays s'unissent pour réfléchir et réaliser ensemble des projets pour rendre nos villes de la RDC en général et tout particulièrement Kinshasa et les villes du Congo central sécurisées, modernes, durables et résilientes. Le corridor évoqué dans le thème de l'Expo Béton 2024 se réfère à un axe de développement stratégique reliant Kinshasa et ses environs, facilitant les échanges économiques et la mobilité. L'idée est de transformer cette zone en un espace dynamique où l'innovation et les développements durables sont au cœur de préoccupations. Cela implique la construction d'infrastructures respectueuses de l'environnement et la promotion des pratiques durables dans les secteurs de la construction. Vous connaissez que l'Office congolais de contrôle a pour mission de faire l'évaluation de la conformité de tout ce qu'on consomme et de tout ce même qu'on va construire. Vous ne pouvez pas construire un bâtiment durable lorsque l'OCC n'a pas détecté les barres de fer que vous allez utiliser étant barres de qualité. C'est l'OCC qui va dire la maison, la route que vous allez construire répond à certaines normes et à certaines qualités. Raison d'être de l'OCC, c'est d'accompagner ce qui va se passer, contrôler la qualité, de sorte que les consommateurs, les constructeurs puissent construire en respectant toutes les normes relatives, que ce soit à la construction. Après la cérémonie d'ouverture, Judith Suminwa a visité les stands d'exposition où les entreprises et les entrepreneurs ont présenté leurs réalisations et innovations. Ces rencontres sont essentielles pour encourager la collaboration entre les secteurs publics et privés et pour inspirer des nouvelles initiatives qui répondent aux défis des développements de la RDC. La première session de l'édition 2024 de l'Expo Béton s'est tenue dans la capitale du 9 au 12 septembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Retournons à Kinshasa, c'est jeudi 19 septembre. Le gouvernement dirigé par Judith Suminwa totalise 100 jours depuis son investiture par l'Assemblée nationale. Et la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, présente un bilan positif de ses réalisations au sein du ministère du Genre, Famille et Enfants. Commentaire, Méchac Lofaka. 100 jours après son investiture, le gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa fait face à une évaluation critique de ses actions. Depuis son entrée en fonction en juin dernier, plusieurs initiatives ont été lancées, mais les attentes de la population restent élevées. Parmi ceux qui ont marqué la population congolaise figure la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo Omoi. Depuis sa nomination, Léonie Kandolo a entrepris plusieurs initiatives au sein du ministère du Genre, Famille et Enfants. Dès sa prise du pouvoir, Léonie Kandolo a initié le projet de la réforme du Code de la famille pour mieux protéger les familles, en particulier les femmes et les enfants. Elle a organisé des événements pour discuter des enjeux du genre en RDC en collaboration avec ses partenaires comme ONU et des ambassades. Sous sa direction, la ministre a mis en place des initiatives pour encourager l'entrepreneuriat féminin et soutenir les femmes dans divers secteurs.
Elle a travaillé avec des organisations internationales pour aborder les défis auxquels les femmes congolaises font face, notamment les violences dans l'est du pays. Du 16 au 17 juillet, elle avait ouvert les congrès international de la médiation des conflits et la construction de la paix au tout le monde à Kinshasa. Les discussions ont porté sur le moyen de renforcer la participation des femmes dans ces domaines, soulignant leur contribution essentielle à la stabilité et à la sécurité des communautés. Éduquer et qualifier la femme africaine pour le 21e siècle, tel a été le thème de la journée des femmes africaines organisée par le ministre des Genres, Familles et Enfants, Léonie Kandolo. Elle a profité d'honorer les femmes qui ont travaillé pour la RDC. La dernière activité est le lancement officiel de la campagne AC visant à éradiquer la faim et la malnutrition chez les enfants le mardi 17 septembre 2024. Ces actions montrent l'engagement de Léonie Kandolo à promouvoir les droits des femmes et des enfants en RDC. Tout à fait autre chose, tenu le mercredi 18 septembre 2024 à Kinshasa d'un forum sur la gestion de l'eau sous le thème « Amélioration de la gestion de ressources en eau pour une prospérité partagée en RDC, enjeux et défis ». Organisé par l'ONG belge Join for Water, l'objectif de ces forums était d'échanger sur la protection et la conservation de ressources en eau en vue de renforcer la résilience socio-économique. Les détails dans cet élément de Bijou Le Mouna. Les acteurs de la société civile, les scientifiques et les experts des questions de la gestion des ressources en eau ont réfléchi le mercredi 18 septembre 2024 à Kinshasa sur les enjeux et les défis à relever autour de l'amélioration de la gestion des ressources en eau pour une prospérité partagée en République démocratique du Congo. À l'initiative de l'organisation non gouvernementale belge Join for Water, ce forum, qui n'a duré qu'1 jour, avait pour objectif d'assurer la mobilisation citoyenne des acteurs sur les enjeux de l'eau. Il était également question de leur fournir un cadre pour susciter leur engagement politique dans le but de proposer des solutions aux défis nationaux liés à la gestion de l'eau. C'est très important pour la société civile parce que c'est une occasion qui permet à la société civile de venir auprès de l'administration pour comprendre le fonctionnement, le mode de gestion, les difficultés que rencontrent les pays quant à la gestion des ressources en eau. L'état des lieux n'est pas totalement satisfaisant parce qu'il y a beaucoup d'instruments de gestion qui ne sont pas élaborés et nous en appelons à l'appui financier du gouvernement qui doit respecter ses engagements envers l'administration, surtout les plans d'investissement et même les programmes de formation. La gestion des ressources en eau nécessite aussi la prise en compte des genres afin de trouver des difficultés auxquelles les femmes sont confrontées dans le cadre de l'amélioration de la résilience des communautés. Une satisfaction pour Irène Moussoy, point focal genre à la direction des ressources en eau au ministère de l'Environnement. Fait une intervention qui était intitulée sur l'intégration du genre dans la gestion des ressources en eau. Là, je parlais comment est-ce que la collecte de l'eau souvent est donnée aux femmes et aux jeunes filles. Et souvent, ces femmes-là et ces jeunes filles-là subissent des traumatismes. Mais ces femmes et filles, souvent, ils sont habités à des violences sexuelles. Parfois, ils transportent des récipients qui ne sont pas donnés par rapport à leur âge, par rapport à leur corporel, je dirais l'air physique, cela cause énormément de problèmes par rapport aux femmes et aux jeunes filles. Join for Water est une organisation belge qui a pour mission de garantir le droit à l'eau aujourd'hui et pour les générations à venir. Ceci afin d'améliorer la résilience des communautés. Quant à sa vision, elle inspire et guide les acteurs dans le cadre de la recherche et le développement d'options durables. En politique, la jeunesse du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, est montée au créneau dans une déclaration tenue le mercredi 18 septembre au siège de cette formation politique pour dénoncer l'assassinat de leur camarade Giresse Manzanza dans la nuit du 10 septembre dernier, mais aussi la mauvaise gestion du pays. Cette jeunesse soutient et porte la noble mission de reconstruire la cohésion nationale qui ne doit pas être perçue comme une faiblesse. Suivez. La jeunesse de notre parti, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, SID, vient d'être frappée par la mort. Non content de nous infliger des sévices et des blessures corporelles graves à chacune de nos manifestations publiques.
non content d'avoir organisé un simulacre d'élection, non content d'avoir fracturé la société congolaise par un tribalisme primaire, non content de lamentablement échouer dans la gestion du pays, non content d'enlever à la jeunesse congolaise tout espoir dans un devenir et un avenir meilleur, le régime de l'Union sacrée, comme les FDLR et les M23 au Nord Kivu, comme les ADF en Ituri et au Sud Kivu, comme les Mbogondo dans le Maïdombe et comme les Kuluna à Kinshasa, continuent à ôter la vie à la jeunesse résistante de notre parti. Pourquoi nous? Encore et toujours nous. En effet, à la suite de la disparition des camarades Defa Opaluku et Davin Kalala, sous les coups de la milice de l'UDPS, la police, à la solde de l'Union sacrée, a lâchement assassiné le camarade Jires Manzanza d'une balle dans le dos dans la nuit du 10 septembre 2024 au siège de notre parti, alors que celui-ci était sans défense. Comment expliquer que dans un pays dit de droit, une milice entretenue, ainsi que la police, puisse impunément tuer des paisibles citoyens au seul motif que ces derniers accompagnent la noble lutte portée par le président élu et commandant du peuple Martin Fayoulou. Nous disons au monde, à l'Union sacrée, à sa police et à sa milice, que notre volonté de reconstruire la cohésion nationale ne doit pas être interprétée comme un signe de faiblesse ou de renoncement dans notre engagement de construire un Congo libre, digne, fort et prospère. À l'image de Jires Manzanza, nous ne nous départirons de notre état de résistant qu'après notre mort et sommes prêts à continuer à assumer en tant que tel. Notre lutte étant noble, ni les sévices, ni les brimades, ni les blessures, ni la mort ne sauraient nous décourager. Parlons santé à présent. Détecté en septembre 2023, les nouveaux variants de Mpox baptisé CLAD 1B continue de sévir en République démocratique du Congo. Kamituga dans le sud Kivu est l'épicentre de la maladie touchant adultes, adolescents et enfants sans distinction. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette souche est potentiellement plus transmissible et dangereuse. Suivez. Kamituga, dans le sud Kivu, est l'épicentre de la maladie touchant adultes, enfants et adolescents sans distinction. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette souche est potentiellement plus transmissible et dangereuse. En moyenne, 5 nouveaux cas par jour sont enregistrés et l'hôpital de la ville est souvent proche de la saturation. Je ne savais pas que les enfants pouvaient être atteints de cette maladie. Je pensais qu'elle concernait que les adultes. Quand j'ai découvert que des enfants étaient également traités ici, cela m'a profondément choqué. Voir des enfants dans cette situation m'a fait prendre conscience de la gravité de la situation. Pour les autorités sanitaires, cette sous-estimation est due au manque d'accès aux zones rurales et l'incapacité de nombreuses personnes à recevoir des soins médicaux adéquats. Depuis le début de l'épidémie, près de 1000 personnes ont été infectées à Kamituga et au moins 8 personnes d'entre elles sont décédées. Au début, ce n'était qu'un simple bouton sur mon visage. J'ai appliqué un médicament pour les yeux pensant qu'il disparaîtrait rapidement. Mais après quelques jours, d'autres boutons ont commencé à apparaître. C'est à ce moment qu'on m'a dit qu'il s'agissait d'une maladie et qu'il était nécessaire de me rendre à l'hôpital pour un traitement. Considérée comme le centre commercial de la province du Sud Kivu, cette ville minière qui compte environ 300 000 habitants attire en permanence des mineurs, des travailleuses du sexe, des commerçants ambulants. Selon les experts, les cas identifiés d'autres régions de l'Est de la RDC pourraient provenir de cette maladie. La majorité des cas, ce sont les jeunes à partir de 14 ans jusqu'à 35 ans, les adultes. Et puis, vous avez aussi des enfants de moins de 5 ans qui sont malheureusement touchés. La RDC a déjà reçu 265 000 doses de vaccins contre le Mpox. Les campagnes de vaccination devraient débuter dès le mois d'octobre, mais pourraient ne pas toucher les zones reculées. Les autorités estiment qu'environ 3 millions de doses sont nécessaires pour mettre fin à l'épidémie dans le pays.
Tout à fait autre chose, la chef de mission adjointe de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a lancé ce 19 septembre 2024 dans la capitale congolaise le bureau régional de la langue anglaise pour l'Afrique centrale. C'est une initiative de l'ambassade des États-Unis qui vise à améliorer l'anglais pour les éducateurs et les apprenants qui suivent ces programmes en ligne dans les espaces américains dans la capitale congolaise. Les États-Unis d'Amérique s'engagent à soutenir les partenariats et la collaboration en Afrique centrale par le truchement de programmes de la langue anglaise variés. Suivez. Le membre du ministère de l'Éducation nationale, les représentants du Congo American Language Center, CALI, les éducateurs et étudiants ont assisté à l'ouverture du bureau régional des langues anglaises pour l'Afrique centrale. Suzanne Tuller, chef de la mission adjointe à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, a reconnu l'importance de l'anglais dans la construction d'un pont entre le peuple. C'est la raison pour laquelle les États-Unis d'Amérique encouragent le programme offert par le bureau régional pour promouvoir les échanges culturels et soutenir les initiatives éducationnelles locales. Raj Rajabou, coordonnateur du programme de la langue anglaise et éducation à l'ambassade des États-Unis, a déclaré que ce programme est destiné aux professeurs et apprenants. Le programme est destiné normalement pour les enseignants d'anglais. Mais ce n'est pas ça pour les enseignants d'anglais. Nous organisons d'autres cours qui sont destinés aux apprenants. Ça peut être des fonctionnaires, ça peut être des élèves. Et ces cours-là sont en ligne et payés par le département d'État. Et même pour les jeunes gens et tous ceux qui veulent apprendre la langue anglaise au centre culturel américain ou dans d'autres espaces culturels américains, les espaces américains comme nous les appelons, par exemple à l'UPC, les gens ne payent absolument rien. Ces cours sont gratuits, mais il faut savoir quand est-ce qu'on va lancer ces cours-là. Pendant 3 mois, les bénéficiaires de cette remise à niveau en anglais vont améliorer leur connaissance de cette langue, ici là, gratuitement sur financement du département d'État américain. Les cours-là sont organisés dans ces espaces américains. Donc, les professeurs sont aux États-Unis et les étudiants n'ont qu'à se présenter dans les espaces américains. C'est là qu'ils suivent les cours en classe, une classe vraiment virtuelle. Nous limitons le nombre de participants à 25. Donc 25 pour 2 classes, ça fait 50. Et c'est à des jours différents, donc il faut entrer en contact avec les directeurs de ces espaces américains. Platini Biata, éducateur ayant déjà bénéficié de ces programmes, affirme que les connaissances acquises lui ont permis de mieux dispenser ses cours en adéquation avec le numérique. J'ai d'abord suivi les cours intitulés Educational Technology in English Language Classroom. Donc, comment utiliser la technologie quand on enseigne l'anglais. Vous voyez, dans notre système éducatif, nous utilisons la technologie, mais parce que nous n'avons pas assez de moyens pour peut-être équiper nos salles de classe. Et les enseignants enseignent de manière traditionnelle. Mais les choses que j'ai apprises m'ont aidé, n'est-ce pas, à rendre ma classe, mon cours d'anglais, plus intéressant, parce que on m'a montré beaucoup de plateformes de AI, Artificial Intelligence. Dans mon domaine d'anglais, comment enseigner la lecture en utilisant l'intelligence artificielle. Selon le docteur Tim Collins, responsable du bureau régional de langue anglaise pour l'Afrique centrale, la première phase du bureau prévoit notamment le programme Access des micro-bourses d'anglais, le programme de langue anglaise pour les éducateurs et les réseaux en ligne d'anglais professionnel dont bénéficient des milliers d'apprenants et éducateurs. En sport, pour terminer, la salle gymnase du stade Tata Raphaël, stade municipal de Barumbu, de Matete et autres infrastructures sportives construites par New Sotem à l'occasion du 9e Jeux de la francophonie seront bientôt livrées définitivement au gouvernement congolais. Mais avant cela, une remise provisoire a eu lieu le mercredi 18 septembre 2024 au stade Tata Raphaël entre le gouvernement congolais représenté par l'agence congolaise de grands travaux ACGT et l'entreprise New Sotem. Les détails dans ce reportage de Laetitia Moulal. Tout
a commencé par la visite de l'aire de jeu, en passant par tous les compartiments, notamment les bureaux, le salon VIP, les vestiaires, les latrines, la salle de contrôle antidopage, l'infirmerie, la billetterie, pour chuter au chapiteau. Gilbert Chizungu, directeur général de New SRL, revient ici sur les raisons qui ont motivé cette livraison. C'est une responsabilité contractuelle dont tout contractant se doit de s'acquitter. Et après les jeux, comme toute réception technique, vous avez dénoté de petites failles, des corrections qu'on devait faire, et il appartient à l'entreprise, il est de responsabilité de l'entreprise de s'acquitter de ses droits. Nous avons signé notre contrat en tant que New Sotem. C'était à l'époque du défunt ADG, paix à son âme, ingénieur Patrick Mouchamba. Étant la première entreprise parmi une dizaine qui ont exécuté les travaux, New Sotem, par le biais de son directeur général, interpelle l'État congolais à honorer également ses engagements vis-à-vis de son entreprise. Dans le cadre de ce projet tennis de table aussi, de francophonie aussi, l'État nous doit encore de l'argent, beaucoup d'argent, mais ça ne nous a pas empêché de le faire. On ne peut pas rester avec les ouvrages alors qu'on a fini. Nous sommes en attente de la bonne foi et la bonne volonté du gouvernement. Nos factures sont toujours au ministère des Finances qui attendent des être payées. Et nous attendons, mais nous leur rendons déjà l'ouvrage, nous terminons. Et par soutien aux initiatives, aux actions du chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, qui, je sais, lui aussi apprécie notre bonne foi. Après avoir fait quelques observations qui devront être corrigées dans les jours qui suivent, la réception définitive interviendra dans un bref délai. Après le stade Tata Raphaël, le rendez-vous est donc pris dans 24 heures qui suivent pour le même exercice au stade Bonga Bonga de Barumbu et au stade des Martyrs où la New Sotem a achevé ses travaux. Fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter complètement, place au rappel des titres. Adoption ce jeudi 19 septembre de la loi portant prorogation de l'état de siège dans les zones en conflit, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Malgré cette adoption, la motion a été désapprouvée par certains élus nationaux de ces deux provinces qui estiment que l'état de siège n'a pas produit de résultats escomptés. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a échangé le mercredi 18 septembre avec les présidents de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta. Les deux personnalités ont convergé sur la tenue des États généraux de la justice pour le mois d'octobre. Ouverture ce jeudi 19 septembre 2024 à Kinshasa du bureau régional de la langue anglaise pour l'Afrique centrale. Cette initiative de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa vise à améliorer l'anglais pour les éducateurs et apprenants qui suivent ce programme en ligne. Ainsi s'achève cette édition du journal sur Mondico Télévision. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.